Manche. FM 103.3. Vivre, une présentation des résidences Soleil. Gens du bel âge, vous voulez vivre une vie ensoleillée? Venez vivre les résidences Soleil. Pour plus d'informations, téléphonez au 1-800-363-0663. FM 103.3. 30 ans de complicité. Vivre pour le plaisir. On a le grand plaisir en ce dimanche matin de recevoir une auteure, conférencière et coach d'écriture. C'est Guylaine Clich qui travaille depuis une vingtaine d'années au spa à Eastman et c'est avec ses collègues du spa qu'elle a créé ce livre que je tiens dans les mains maintenant et qui s'appelle « Le livre qui fait du bien ». Je l'ai reçu il y a quelques jours et je suis très, très contente de vous en parler en compagnie de son auteur. La préface a été faite par Jocelyne Dubuc qui est la fondatrice et directrice générale du spa à Eastman et c'est un livre qui nous inspire justement à vivre de façon un peu inspirée par le spa Eastman. Guylaine Clich, bonjour. Bonjour. Guylaine Clich, on vous connaît au spa parce que vous donnez des ateliers d'écriture. Donc l'écriture fait partie intégrante de votre vie. On va faire un parcours de vie avec vous aujourd'hui pour comprendre un peu comment vous en êtes venu à écrire ce livre qui s'appelle « Le livre qui fait du bien », mais aussi à écrire et à changer votre mode de vie. Et vous le dites un petit peu en préface, vous le dites un petit peu au début du livre, en fait. Oui. Pourquoi vous avez adapté votre mode de vie au début de la quarantaine, là? Qu'est-ce que vous ressentiez? J'avais besoin de me refaire une santé. Pas que j'étais malade, mais je sentais que mon énergie n'était pas optimale. Je venais de traverser une grande période de travail intense, là, la rédaction d'un livre qui a pris un bon 2 ans intensif, là, Paroles de paix en terre autochtone. Et là, je voulais encore écrire, mais je sentais qu'il fallait que je recharge mes piles. Et puis, je suis animatrice au spa Eastman. Une bonne journée, j'arrive au spa pour aller donner ma conférence. On a le plaisir, quand on travaille au spa, d'avoir accès au sauna. Donc, je me dis, OK, je vais aller prendre un sauna avant d'aller donner mon atelier pour me remettre en forme. Je crois à Jocelyne, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Elle monte dans son bureau. On parle un peu. Elle me dit, comment tu vas? Puis là, je parle un peu avec elle. Je m'en vais dans les saunas. Puis c'est souvent dans les saunas qu'il y a des idées qui montent parce que je suis un peu en état de méditation. J'ai juste ça à faire, m'asseoir, puis me laisser me déposer dans la chaleur du sauna. Puis là, c'est monté comme ça. Je me suis dit, wow, je veux écrire. J'ai besoin de me refaire une santé. J'ai tous les outils dont j'ai besoin ici. Pourquoi j'irais ailleurs chercher à écrire un livre alors que j'ai besoin moi-même d'intégrer ces connaissances-là? Puis il n'y a pas à dire, ça fait une vingtaine d'années que je suis au spa Eastman. Je pratiquais certaines choses dans ma vie quotidienne, mais je faisais pas le virage complètement. Moi, là, j'aimais ça, un bon pain de ménage moelleux. Je veux dire, j'ai grandi dans une famille où ma mère nous a élevés sur le pain de ménage. J'ai éduqué mes 3 enfants avec le pain de ménage que je faisais. On se levait le matin, quand j'étais jeune, il y avait du dessert sur la table au petit déjeuner parce que ma mère, je suis une fille de cultivateur, elle cuisinait, tout ça. Alors, j'arrivais pas à faire complètement le virage parce que pour moi, je j'agis pas par obéissance, je vais agir parce que ça a du sens. Et puis, mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que quand on est dans la quarantaine, à un moment donné, si on fait pas ce qu'il faut, on atteint des points de non-retour, là. Tu sais, oui. À 30 ans, il y a moyen de prendre du poids, de dire, OK, j'ai pris du poids, mais je me replace. Tu sais, après un accouchement, le corps va revenir. Il y a moyen. Mais à un moment donné, je trouve que quand on avance dans le temps, oups, on échappe, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, je suis entrée dans le bureau de Jocelyne avant d'aller faire ma conférence et je lui ai proposé cette idée de livre. Puis elle a tout de suite embarqué. Puis l'aventure a commencé en novembre 2016. Oui, ça fait déjà un petit bout de temps. Ça demande du travail, écrire un livre comme ça. Je veux dire, là, tous les collaborateurs impliqués ont eu
accès au texte avant que ça parte chez l'éditeur et tout ça, c'est énormément de travail. Oui, là. L'organisation, parce que c'est pas seulement vous, c'est comme vous êtes le chef d'orchestre qui a rassemblé ensemble des connaissances diverses qui sont vécues au spa Iceman. Et je pense que ça, c'est le fun. Là, on parle de respiration là-dedans, on parle de bouger, de boire, des aliments colorés. On nous offre des recettes. On nous montre à prendre soin de nous avec douceur, comment on peut aussi devenir créateur par, entre autres, des ateliers d'écriture. Donc, il y a plein de sujets qu'on aborde là-dedans, qu'on va toucher aussi dans l'autre émission qu'on diffuse en semaine sous une forme de chronique. Alors, on aura la chance d'entendre ces chroniques-là avec vous dans les prochaines semaines aussi. Mais j'aimerais voir avec vous comment vous avez choisi justement vos collaborateurs du spa pour parler de tous ces sujets qui font partie en fait de l'art de vivre du spa Eastman. Bien, tout d'abord, je l'ai fait pour répondre à mon besoin en tant que femme qui avait besoin de se refaire une santé. Donc, j'ai choisi des conférences, des activités. J'ai même fait la cure de jus. J'aurais jamais pensé faire la cure de jus. J'ai décidé le dimanche soir que j'embarquais avec les curistes pour le vivre parce que je me suis dit, comment tu peux parler de quelque chose que tu vis pas juste en assistant aux conférences puis en écoutant les gens qui le vivent? Vis-le donc dans tes cellules, puis après ça, tu pourras en parler. Et quelle a été ton expérience? Votre expérience? Oh, ben non, mais on peut y aller avec le tu, il n'y a pas de problème. Mon expérience, ça a changé complètement mon mode de vie. Et pas parce que je me suis fait driller, mais parce que le bien-être que j'ai ressenti en cours de cure, après la cure, c'est le bien-être que j'avais dans mon corps quand j'étais dans la vingtaine, début trentaine. J'ai retrouvé l'énergie que j'avais avant. Puis, c'était tellement intense, là. Il y a comme une euphorie à la fin de la cure, là. Et puis, ça a pris du temps avant que je reboive un café. Et puis moi, il n'y a pas à dire, là, j'allais chez mes amis pour, s'il fallait que je découche, j'amenais de quoi me faire un café pour être sûre d'avoir mon bon café le matin, là, tu sais. Alors, ça a pris des semaines avant que je reprenne un café, non pas parce que je voulais adhérer à quelque chose, mais j'en sentais pas le goût, j'en sentais pas le besoin. À partir de ce moment-là, j'ai rompu avec le gluten et c'est là que j'ai vu vraiment les effets du gluten. Parce que avant ça, bon, j'en mangeais, puis on me disait, arrêtez de manger du gluten. J'avais l'impression qu'il faudrait que j'arrête de manger tout ce qu'il y avait sur la table. Mais non, il y a moyen de bien manger, de manger savoureux sans avoir du gluten. Ça veut pas dire que si je vais souper chez des amis, puis que j'arrive là, puis que c'est le pain baguette avec le fromage coulant, que je vais bouder le souper, je vais en manger. Mais je sais, j'assume, je sais le lendemain que je vais me lever puis que je vais avoir de l'inflammation, les yeux enflés, le nez congestionné, une sensation de ballonnement que j'avais tous les jours de ma vie avant, mais je m'en rendais pas compte parce que chaque matin, je me levais comme ça. Oui, à un moment donné, dans nos vies, on pense que c'est normal. Et même quand on est plus jeune, moi, j'ai toujours été intolérante au gluten et aux produits laitiers. Et j'avais ces intolérances, même très jeune dans l'adolescence. Puis je me disais, je suis faite comme ça, c'est normal. Et de fil en aiguille, c'est presque dramatique d'apprendre ça dans la quarantaine, que finalement, c'est des intolérances graves au gluten ou aux produits laitiers qui pouvaient causer ce genre de symptômes-là. Gluten, qu'est-ce que ça fait aussi comme effet dans notre corps, à part l'inflammation? Je suis pas la meilleure personne pour en parler, en ce sens que c'est un sujet qui est assez... tu sais, il y a des gens qui vont vouloir défaire ça, ils vont dire que c'est une mode, que c'est des idées qu'on se fait, tout ça. Je m'abstiens d'aller là. Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans mon vécu, quand je mange du gluten, puis je le fais encore, je veux dire, ça arrive, là, tu sais. C'est gourmand. Je veux dire, puis ma mère vient de passer aux soins palliatifs. Ma mère est décédée ce printemps. Et quand tu passes ton temps à l'hôpital, à un moment donné, s'il faut que tu manges
tu vas manger, là, ouais, tu sais. ouais. Mais ce que ça me fait, c'est que tout de suite, le lendemain, mes bagues sont serrées, mon pantalon est plus serré. Je sens que je suis enflée, je suis pas bien. Je suis pas bien dans mon corps. Donc, moi, tout ce que je peux dire aux gens, tentez l'expérience. Faites des tests. Puis, observez ce que vous mangez. Puis, regardez les effets sur votre corps. Et ça prend combien de temps avant d'en ressentir les effets? Quand En fait, on moi, s'abstient du gluten. quand j'ai arrêté d'en manger, j'ai pas ressenti d'effet nécessairement. J'ai fait la cure de jus, puis j'en ai profité pour dire, OK, là, ça suffit. J'ai aussi changé les sucres. Je vais beaucoup plus me tourner vers le sirop d'érable, les dattes, le miel, que les sucres raffinés. Ça veut pas dire que je mange plus mon cornet de crème glacée durant l'été, sauf que quand je le fais, je le sais, j'assume les conséquences le lendemain, là. Ouais. Mais les effets, je les ai sentis quand j'en ai remangé après. Et c'est là que j'ai fait « Wow! » C'est ça que je sentais tous les jours de ma vie. Heureusement, si j'en mange une journée, ça va prendre peut-être 48 heures avant d'abstinence au gluten ou au sucre raffiné et tout ça, pour que mon corps revienne à cet état de bien-être que j'essaye de cultiver jour après jour, là, maintenant. Oui, mais c'est merveilleux. On va parler aux gens qui nous écoutent, qui sont des gens qui disent, bon Dieu, ces filles-là, qu'est-ce qu'ils sont flyés? Ils sont en train de parler de l'art de vivre façon spa Eastman, mais on n'est pas tous les jours au spa. On peut pas faire ça, on peut pas intégrer ça au quotidien. On va parler à ces gens-là que je côtoie tous les jours aussi, qui font partie de la presse gastronomique, qui font partie des grands gourmands, qui mangent très souvent au restaurant, qui aiment bien boire, bien manger, qui aiment le sucre, les pâtisseries, la crème, et j'en fais partie, bien évidemment. Et comme vous, Guylaine, comme toi, Guylaine, j'essaie de me payer la traite une fois de temps en temps, et j'assume de payer le prix pour moi dans les jours suivants. Mais il y a des gens qui nous écoutent qui ne ressentent aucun symptôme, aucun inconfort, et qui se disent, ben pourquoi changer de mode de vie? Et d'autant que Jacqueline Lagacé, que j'ai rencontrée pour la première fois il y a peut-être 7 ans, me disait, Diane, c'est tellement difficile de s'adapter à ce nouveau régime hypotoxique, cette nourriture tonique qui nous donne de l'énergie. Il y a tellement d'adaptations que, à moins de ressentir des inconforts physiques et d'être réellement pas bien, on n'arrive pas on décroche finalement, on n'arrive pas à raccrocher complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là pour leur montrer le côté, pas juste glamour, mais le côté, le fun de mieux manger, puis de mettre du carburant qui soit de meilleure qualité dans notre corps? Ben, premièrement, je vous suggère fortement le gâteau au chocolat, la recette de gâteau au chocolat qu'il y a dans le livre, qui vaut à peu près tous les gâteaux mousse que j'ai mangés, parce que je suis une fan de gâteaux mousse. J'étais une fan de gâteaux mousse dans les restaurants. Si j'allais manger un dessert dans un petit café avec des amis, c'était le gros gâteau mousse bien, tu sais. Ben, depuis que je fais cette recette-là pour l'anniversaire de mes enfants, ils la demandent. Ils veulent ce gâteau-là pour leur anniversaire, puis il n'y a pas à dire, je les ai gâtés avec des gâteaux faits maison depuis qu'ils sont tout petits. Mes enfants ont 30 ans, 28 ans, 22 ans aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on mange santé... Que c'est pas gourmand. Ah, pas du tout. Pas du tout, même que ça peut être extrêmement savoureux. On n'a pas besoin d'ajouter une tonne de sel quand on travaille avec les herbes. Et puis, les herbes ont des propriétés bénéfiques pour le corps. Et puis, quand on mange santé, on n'a pas l'impression de peser une tonne après souper. Moi, là, je vais au spa, je mange là, un souper gastronomique. Et 3/4 d'heure après, je suis dans les saunas. Puis je me sens très bien. Mais si on allait manger un souper gastronomique, de la cuisine française bien grasse, là, ça se pourrait bien que vous ayez des nausées dans le sauna après. Donc, c'est une alimentation qui se digère aisément, qui fournit une énergie incomparable au corps. Et ça, c'est juste ça, comment on se sent, en plus que c'est délicieux dans la bouche.
Tout est là. Ça fait toute la différence. Maintenant, Guylaine, il y a une partie très importante que j'aimerais mentionner. Évidemment, bien manger, faire de l'exercice. Je le dis beaucoup à mes auditeurs, ils l'entendent beaucoup, beaucoup. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. Mais la gestion du stress, ça, je pense qu'on l'oublie énormément. C'est pas un beau mot, gestion du stress. Il y a d'autres façons de parler de ça, mais on se rend compte que on vit tous dans un univers où on doit s'adapter à plein de choses tous les jours, à nos collègues de travail, à nos conjoints, conjointes, nos enfants, à toutes sortes de situations, à la maladie, à toutes sortes de changements dans nos vies. Donc, on doit s'adapter, puis notre corps, notre esprit est fait pour s'adapter. Mais il y a des moments dans la vie où il y en a trop, on dirait, de moments d'adaptation, puis on n'arrive pas à bien, c'est le seul mot que je trouve, on n'arrive pas à bien gérer. Et là, tout d'un coup, ça entre dans notre corps et là, ça nous blesse. Ça peut créer des maladies, des inconforts intenses. Alors ça, c'est une autre portion du livre qui est très importante et qui nous mène vers la créativité, vers l'écriture. Alors, comment toi, tu as intégré cette gestion du stress dans ta vie? On pourrait faire une émission juste là-dessus. Bon, la respiration qui ouvre le livre, hein, c'est la première partie du livre, c'est extrêmement important. Parce que souvent, quand on est stressé, on arrête quasiment de respirer. Oui, on respire à peine. En surface. Donc, juste de dire, wow, attends une minute, là, je respire mal, de m'arrêter quelques secondes, de prendre une inspiration profonde, expirer consciemment, je reviens dans le moment présent. J'ai pas le choix. Il faut que je prenne conscience. Je m'arrête, je prends conscience de ma respiration. Moi, personnellement, puis ça, c'est pas un truc qui est dans le livre nécessairement, quoique ça rejoint toutes les approches, je compartimente beaucoup ma vie pour rester dans le moment présent. Donc, je me lève le matin, aujourd'hui, c'est ça. Donc, ça arrive même que des fois, je me lève le matin, j'ouvre l'agenda parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans, là. Je ne veux pas m'en faire avec l'avenir. L'anticipation. Non, non. Donc, j'essaie toujours de me ramener dans le moment présent. Souvent, je vais me réveiller le matin, m'asseoir dans le lit, je mets la minuterie, 3, 4, 5 minutes. Là, présentement, là, ce que je fais, c'est un 5 minutes. Je reste assise, les jambes croisées, les mains déposées sur les genoux. Je fais juste ajuster ma posture, respirer, puis juste me réveiller. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être la grande séance à faire des hums, là. Et puis, ce 5 minutes-là fait en sorte que mes idées se clarifient. Puis, quand je me lève, je sais où je m'en vais dans ma journée. C'est pas de me battre non plus contre les pensées qui vont surgir dans ma tête, mon mental qui va s'agiter parce que, oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais ça à faire aujourd'hui, ça. Je fais juste laisser passer les pensées. Donc là, on rejoint le chapitre, la portion qui parle de la méditation. Mais méditer, là, ça peut être aussi simple que ça. S'asseoir dans le lit le matin, prendre juste 2, 3 minutes. Puis je mets la minuterie pour pas regarder l'heure. Donc, je ferme les yeux. Je sais que la minuterie va sonner dans 5 minutes. Puis je prends ce temps-là. Donc, c'est des petits gestes comme ça au quotidien qui font vraiment toute une différence sur comment je vais aborder ma journée. Il y a aussi le fait de prendre conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de nos émotions, du moment présent, de l'entourage, du vent, des circonstances de nos vies. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent qui essaient d'enterrer leur inconfort. Tous les inconforts, toutes les contrariétés, on essaie de passer par-dessus, de les enterrer, les cacher. Et c'est ces mêmes choses qui nous minent l'énergie et le moral au quotidien. Et là, c'est pour ça que je t'amène vers l'écriture, parce que je pense que l'écriture est un moyen de conscience extrêmement important, là. Est-ce que ça l'a été pour toi? Ça a été ma planche de salut, l'écriture. Puis je parle pas de gagner ma vie par l'écriture. Ça, c'est mon objectif ultime.
Mais dès mon plus jeune âge, là, dès que j'étais enfant, adolescente, j'ai utilisé l'écriture pour me faire du bien. Donc, les ateliers d'écriture que je donne n'ont rien à voir avec la littérature, la grammaire. On peut écrire au son en n'importe quelle langue. On peut dessiner si on veut. L'idée, c'est de remettre en mouvement le courant intérieur, de ne pas le bloquer. Et oui, justement, quand on est dans les émotions, quand on traverse une période intense, on a la sensation de perdre le contrôle de notre vie et on veut reprendre le contrôle. Qu'est-ce qu'on fait bien souvent? C'est qu'on va couper le courant du ressenti. Parce que c'est pas le temps qu'on pleure, c'est pas le temps qu'on se mette à avoir peur, c'est pas le temps qu'on... Bon, toutes ces réponses. L'écriture permet de laisser couler la rivière intérieure. Donc ça a été l'outil que j'ai déployé, développé dans ma vie par moi-même. Bon, par après, j'ai découvert qu'il y a des approches en psychothérapie, en psychologie, en psychiatrie même, où on encourage l'écriture, bon, puis tout ça. J'ai pas la prétention d'avoir inventé quelque chose, mais d'instinct, j'ai développé ces outils-là. Et un bon jour, Jocelyna Dubuc m'approche en me disant... Guylaine, j'ai besoin de quelqu'un pour donner des ateliers d'écriture. C'est à ton tour, parce qu'elle savait comment j'étais passionnée de l'écriture. Et j'aurais jamais pensé que je donnerais des ateliers d'écriture. Je me suis pas levée un matin en disant, bon, moi, là, j'ai quelque chose à montrer aux gens, je vais commencer à donner un atelier. Non. Puis quand Jocelyna m'a approchée pour ça, j'ai pris un temps de réflexion parce que je n'étais pas certaine que j'étais la bonne personne pour le faire. Aujourd'hui, j'ai la confirmation que oui, là, ça fait plus de 10 ans que je donne des ateliers, puis les gens sont enchantés. Heureux, oui. Oui. Mais donc l'écriture, pour moi, puis évidemment, j'ai développé, vu que c'est ma passion, j'ai étudié à l'université, les règles de grammaire, je les connais, je suis capable de structurer une phrase et tout ça, mais on n'a pas besoin de développer autant de compétences en rédaction pour utiliser l'écriture dans sa vie. Mm-hmm. Et je pense que c'est important d'en parler parce que moi, la lecture et l'écriture me soutiennent beaucoup depuis des années et je trouve que notre éducation, pour ne pas dire notre programmation sociale, nous invite parfois à couper le courant avec nous-mêmes. Et moi, j'ai été dans les dernières années coupée de moi-même pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas raconter ici. Là, maintenant, j'ai repris le pouvoir et j'en suis très, très heureuse. Et les gens autour de moi aussi sont très heureux de voir ce changement en moi, de retrouver la Diane qu'ils connaissent. Mais j'ai été coupée de ce pouvoir parce que je pensais que c'était la chose à faire devant des défis énormes que j'avais à relever, pour faire plaisir à quelqu'un, pour laisser la place à l'autre. Je m'enlevais du chemin complètement et ça faisait en sorte que, évidemment, petit à petit, je développais toutes sortes d'inconforts, de frustrations parce que je me suis imposé ça suite à une programmation que j'ai comprise, qui vient du passé, évidemment, mais qui vient de notre société en général et plusieurs d'entre nous vivons cette même programmation. Donc, et il y a des chansons d'auteurs, compositeurs, interprètes comme Andréane A. Mallette, ici, qu'on fait jouer beaucoup. Elle parle dans cette chanson qui s'appelle « Ici et ailleurs » de cette personne qui s'oublie souvent au profit des autres et qui se coupe de son courant, évidemment. Donc, c'est des choses qu'on vit tous au quotidien, les jeunes et les moins jeunes. Et moi, la première. Hein? C'est fou comment on a été valorisé parce qu'on laissait passer notre petit frère, notre petite sœur ou notre tante ou qu'on s'oubliait pour aller en visite chez ma tante puis nous, on avait tellement pas le goût d'y aller puis on restait assis sans parler pendant des heures pour être sage et tout ça. Donc, et là, on reproduit la même chose dans nos environnements au quotidien et ça nous crée des problèmes qui sont intenses, qui sont énormes. Et ça peut aller jusqu'à créer des maladies, des inconforts physiques qui sont graves. Alors, l'écriture peut servir justement à comprendre tout ce processus et à se dire « Wow! » Moi, j'utiliserais un autre mot que « comprendre ». J'irais avec « ressentir ». Mm-hmm. Parce que le ressenti, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Hein? Quand on ressent, on vit. On vit. Et quand la rivière du ressenti en nous
vit les grandes crues du printemps, quand c'est intense, le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être d'ériger un barrage dans cette rivière pour se tenir du côté sec en disant « Pfiou, on l'a échappé belle. Et ce que ça fait quand j'érige un barrage à l'intérieur de moi pour dire hey, « Non, moi, je veux pas toucher à ça, je veux pas me mettre en colère, je veux pas pleurer ma peine. Hey, » parce que quand on pleure notre peine, ça dure pas. Je veux dire, ça passe. Ça passe comme l'eau dans une rivière. Mais si je dis non, tu passes pas ici, je mets un barrage, vous imaginez-vous que l'eau va juste rester sagement derrière le barrage? Non, non. Allez mettre un barrage dans une rivière, vous allez voir ce qui va arriver. On va avoir une inondation. L'eau va circuler, mais là où elle n'est pas supposée. Et c'est là qu'on peut se mettre à avoir mal au cou, avoir mal au ventre, avoir des tensions dans le dos, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on appelle somatiser dans le jargon. Absolument, absolument. Et l'écriture va permettre de créer une fissure dans le barrage et peut-être même de faire sauter le barrage. Super. Alors, j'aimerais que les gens se procurent ce livre. C'est aux Éditions de l'Homme. Ça s'appelle « Le livre qui fait du bien ». Guylaine Clich en est l'auteur, préfacé par Jocelyna Dubuc, la fondatrice et directrice générale du SPA Eastman à Eastman, mais aussi à Montréal. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir été là.